On parle beaucoup justement aujourd'hui de méfiance par rapport au discours qu'on essaye de nous imposer par le biais de la publicité, etc. On vit un petit peu dans un univers à fort indice de paranoïa. Or, toute l'œuvre de Dick est une œuvre à fort indice de paranoïa, qui essaye de nous mettre en garde, encore une fois, sur les perceptions qu'on nous impose, sur le réel qu'on nous impose, nous défier de ce réel, nous défier des valeurs qu'on nous impose, nous défier de la manière, encore une fois, dont on prétend nous apporter le monde sur un plateau. Dans ce numéro, on avait fait Télédrama, la semaine Parano Télé, menace, complot, angoisse, accident. Est-ce que c'est pas terriblement actuel? C'était en 74. Voilà. Elle nous a mis les bêtes. Aujourd'hui, la murène. Nous sommes tous des crapules. Bon, d'accord. Voici venir le temps. Ça me fait rire, rien que de revoir tout ça. Dans cette interview de Dick, qui date d'un vieux numéro d'Actuel, Dick, voilà, cette citation admirable qui... La surprise est une sorte d'antidote à la paranoïa. Vivre de manière à rencontrer de nombreuses surprises, voilà qui montre que vous n'êtes pas paranoïaque. Pour le paranoïaque, il n'y a pas de surprise. Tout se passe exactement comme il l'avait prévu. Tout rentre dans son système. Pour nous, il ne peut pas y avoir de système. Nous devons nous contenter du mystère, de l'absurdité, des contradictions, de l'hostilité, mais aussi de la générosité que nous témoigne notre environnement. C'est peu, mais c'est toujours mieux que la certitude défaitiste et mortelle du paranoïaque. Obsédé par les complots, Philippe Cadic se méfie même de ses admirateurs. Le compositeur Richard Pinas l'a rencontré pour le magazine Actuel en 1974. On arrive chez Dick, chez lequel on va rester pendant 36 heures. Il était réfugié à Orange County. Orange County, c'est la partie la plus réactionnaire et la moins drôle de Los Angeles. Il était dans une espèce de délire de persécution ou en contact avec le FBI, la CIA, il faisait un rapport tous les jours. Dick nous avait pris donc Agneta, ma femme, et moi pour des agents russes, des agents de la fraction armée rouge. Décrivant des sociétés totalitaires, les romans de Philippe Cadic se situent toujours dans un futur sous contrôle policier. En témoigne l'adaptation par Steven Spielberg de la nouvelle Minority Report, où Dick imagine un monde dans lequel les criminels sont arrêtés avant même de commettre leurs crimes. Décrire la paranoïa aussi bien et aussi savoir s'en moquer aussi bien, il faut être passé soi-même par des phases puissamment paranoïaques. C'est arrivé à notre ami Philippe Cadic. I mean, being poor, we're very poor right now, as we were saying before, that nobody can really take advantage of us because we've got nothing really. And people came in and stole everything I had. You know, I used to have a beautiful 35mm Argus camera and somebody stole it, or I had a triple head razor and somebody stole it, and I had a $4,000 stamp collection and somebody stole it, and a color TV and somebody stole it. I was stuck there guarding this property, you know. I mean, like I used to lie awake at night when it rained and worry about whether the roof would leak, and then it would leak on my record collection. And what I really should have done was walk, you know, like a night watchman, walk through the house at night with a gun to make sure my property was safe. I finally did install an $800 burglar alarm system. Il fréquentait à ce moment-là des gens extrêmement bizarres qui s'étaient bien rendu compte que Dick, qui avait beaucoup de compassion pour les gens, qui avait un grand cœur, eh bien, venait s'installer chez lui. Dick s'est fait exploiter dans sa vie de façon absolument incroyable, ayant chez lui
tout un tas de personnages, garçons ou filles, bizarroïdes, qui entraient chez lui comme dans un moulin, qui en ressortaient, etc. Et quelquefois, d'ailleurs, on peut se demander si les vols dont il a été victime et dont il a accusé la police américaine n'étaient pas tout simplement des vols de petits drogués ou de petites droguées qu'il recevait chez lui. À cette époque, la Californie des années 70 a un goût de LSD. La drogue est omniprésente dans les romans de Dick, mais paradoxalement, elle est toujours utilisée comme un moyen de contrôle. When I get depressed, like I'll have a 3-day weekend. If there's a male holiday and no mail, I get very depressed. I'll have a 3-year weekend. I start out on Friday night and time starts slowing down. So Saturday lasted a couple of months. And then I couldn't sleep Saturday night. So that was the rest of Saturday. And then I couldn't sleep Sunday night. And by Monday, I had lived about as long as I lived during my entire childhood, because I was trying to lock on to something in the outer world that was moving at a uniform pace, you see. And my own mind was moving at its own pace, which was a continually slowing down thing like in Ubik, you know. Comme il avait écrit une nouvelle où la drogue était un thème, bon, il s'est retrouvé avec ces étiquettes d'auteurs psychédéliques, de drogués, etc. Alors que, en tout, j'ai peut-être dû passer une quinzaine de jours chez lui. Je veux dire, j'ai jamais vu ni prendre quoi que ce soit. Je veux dire, même pas d'amphétamine, ni de... Sa drogue de départ, c'était les amphétamines parce qu'elle lui permettait d'écrire 36 heures de suite sans dormir. Arrivant quelquefois à écrire des romans admirables de surcroît en quelques jours, 15 jours, 3 semaines maximum. Il avait un côté schizophrénique, paranoïaque qui était développé et qui faisait que c'était comme si c'était avec des drogues. Bon, en même temps, il en a pris, c'est pas vrai. Mais en même temps, c'était pas un gourou psychédélique non plus. Je veux dire, il faut pas réduire son œuvre à une espèce d'apologie des drogues. Bah, c'est pas possible d'écrire substance mort sans avoir pris de drogue. On a longtemps cru que Dick était bourré d'acide pour écrire. On a appris après qu'en fait il avait pris un seul trip dans sa vie, que ça s'était mal passé, qu'il n'avait plus jamais voulu recommencer. Mais c'est d'autant plus fort d'avoir retrouvé les sensations, le voyage et les leçons mentales que tu peux tirer d'un trip, de l'avoir retrouvé sans produits chimiques. C'est beaucoup plus fort. Bravo Philippe. Bon, le père Truquet ne veut pas ressortir. Je vais sûrement le retrouver des gousses réparties. Donc, je peux vous lire le début de Substance Mort, si vous voulez. C'était un type qui passait ses journées à se secouer les poux des cheveux. Le toubib lui dit qu'il n'avait pas de poux dans les cheveux. Après être resté 8 heures sous la douche, debout sous l'eau chaude à souffrir le martyre, heure après heure à cause de ses poux, il sortait et se séchait et il trouvait encore des poux dans ses cheveux. En fait, il en trouvait partout. 1 mois plus tard, il en avait dans les poumons. Le type va assez loin. Quand tu regardes Substance Mort, t'as l'impression que c'est un requiem, le bouquin, quoi. Violent comme un flic, des stupes suspendu qui devient son propre suspect. Substance morte de suspense, puis je prends l'autre tunnel, j'esquive les nuisances, bordel putain. Trafic d'organes, transac, puissance, bordel putain. Le mic, ma hargne, mon art pour ma rage. Je parle mal et fais face, mon calibrage, je suis un animal abyssal dans une manif massive, 9-3 amiral radical, dans un night navire. La casquette pleine de matière grise, les baskets pleines de galères grises. Reflète l'aspect du salaire, mon Et il y a une référence directe dans un morceau qui s'appelle Casquette Grise dans notre album où je parle d'un stup qui s'espionne lui-même. Et des fois, pendant 70 pages, tu sais plus ce qui se passe. Et au bout de 70 pages, il t'explique tout de A à Z et que tu vois que tout s'imbrique, que toutes les pièces du puzzle reviennent et que c'est tellement clair. Et c'est là que tu dis que le mec est super fort. Si le mec fait des romans autobiographiques où il décrit carrément des sentiments, où quand tu es dans la drogue, etc.,
tes sentiments, tu les dissertes pas, quoi. Tu les ressens cash. J'ai l'impression que ce mec-là aurait fait du rap, quoi, s'il était dans un autre contexte, dans une autre époque, quoi. Dans ces bouquins, il est beaucoup question de propagande, de médiatisation, de lobby qui contrôle les médias, qui véhiculent tout un tas de conneries, comme actuellement dans ce monde. Et tu te dis que c'est pas loin le bouquin de Philippe Cadic. Dans l'esprit, il y a plein de trucs qui sont similaires. Je pourrais pas citer les bouquins en question tellement c'est omniprésent dans son œuvre. Mensonge et compagnie, ma perception de ce monde est floue. Je me réveille amnésique avec les sapes sales et sanglantes. Quelques bleus sur la face crade et l'ambiance. J'habite une pièce close, pleine d'ordures moisies, avec une vue sur l'usine, dans une zone industrielle brute où les émanations de gaz masquent le ciel. Mes amis les insectes circulent à travers les céréales. Une odeur de sang. J'essaye pas de faire du Philippe Cadic dans mes textes. C'est juste, on va dire, des private jokes, des hommages d'une certaine manière. La science-fiction en tant que telle est une influence majeure d'un très grand nombre d'artistes. Alors, dans le rock, il y a évidemment l'exemple de Sonic Youth ou l'exemple donc, de Radiohead, avec effectivement Paranoid Android, sachant que de manière générale, lorsque tu regardes les pochettes de ces groupes-là, ils ne citent pas en tant que tel Philippe Cadic, mais les thèmes ont une connotation, on va dire, proche de Philippe Cadic. Il y a un grand nombre de musiciens qui refusent le jeu du marché aujourd'hui dans toutes les musiques électroniques et qui, au contraire, cherchent à détourner, même le fait d'utiliser un vinyle, c'est-à-dire d'utiliser un tourne-disque qui n'a pas été fait pour faire de la musique, c'est un détournement. Donc en soi, c'est complètement dans l'esthétique de Dick. Faire de la musique avec des choses qui n'ont pas été prévues pour. Et ça, c'est un message essentiel de Dick, c'est-à-dire en gros qu'il faut désobéir, qu'il faut détourner, que c'est l'imprévisibilité, que c'est tout ça qui fait profondément l'humain. Et que ça va au-delà de la machine. Les histoires de quotidiens truqués et de voyages intérieurs que raconte Dick dans ses romans sont bien loin des grandes sagas interstellaires en vogue à l'époque aux États-Unis. C'est depuis peu que le public américain découvre l'importance de l'œuvre de Philippe Cadic. Producteur et membre du groupe Sonic Youth, Jim O'Rourke considère Dick comme un des grands penseurs du XXe siècle. I'm a great admirer of his. The reason for me why Philip K. Dick is a better writer than, say, some more celebrated writer is that his ideas are very potent, and he's able to communicate them to people, and he doesn't tell the reader that he's smarter than them. When you read his books, it's like an invitation to think about things differently, like he has. He's not telling you this is the way it is. And there isn't this kind of oppression in his books that you see in a lot of great thinkers. He got these ideas about different perceptions about society and politics and time and science, and he got it out to a large audience. He makes the ideas accessible. Graine dickienne, elle qui elle-même s'est nourrie de tas d'autres graines, elle a fait pousser des arbustes, des petits arbres. Et effectivement, il y en a plein dans toutes les musiques les plus rebelles, du terrain électronique, des musiques de samples, etc. On a cette musique, donc effectivement, totalement influencée de science-fiction, et qu'on retrouve dans des artistes comme DJ Spooky aujourd'hui, qui effectivement se revendiquent plus ou moins de Philippe Cadic. Pretty heavy, the choruses are quite extreme on this.
Let's have a listen. Many thanks again. DJ Spooky, créateur d'un genre musical imprégné de science-fiction et de technologie, a découvert le roman Le Dieu venu du Centaure à l'âge de 11 ans. Un roman écrit en 1964 dans lequel Dick imaginait un personnage de DJ placé en orbite autour de la Terre. The thing that links Philip K. Dick to DJ culture to me is that sense of always being uncertain as if, you know, what's the human. And when you think about like how samples affect things, or if you think about how we're dealing with digital media as a constant refrain in terms of how we think about music and sound and digital art, he's a very, very important literary precedent for what's going on. And what I find fascinating, again, within the themes of his music, his writing, I really think he was a musical writer. You know, for DJ culture, we're always looking for new ways to put things together. I consider DJ culture like sonic fiction, you know. But it was like stories I'd read before I went to sleep, you know. So it was just not, it just seemed so surreal. And then when I saw Blade Runner, that clicked it in, because I always thought his stories couldn't be visualized. Alors, Blade Runner, ça a été un choc pour beaucoup de gens. D'abord de par sa beauté plastique, cette atmosphère de film noir futuriste, on n'avait jamais vu ça jusqu'ici. Et puis également de par le message même de Blade Runner sur ces androïdes qui ont en fait une vie très courte, mais qui, en dépit de cette vie très courte, ont des souvenirs qui leur ont été implantés et ont véritablement le sentiment d'être humain. Donc là, on rejoint la grande thématique dickienne, c'est qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on est humain ou qu'on ne l'est pas? Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on a déjà vécu 30 ans ou 40 ans? Est-ce qu'on n'a pas vécu simplement 1 an ou 2 ans avec des souvenirs implantés, etc.? Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça a été vraiment un choc absolument très fort. J'ai beaucoup travaillé à partir de Blade Runner, à la fois pour faire des installations vidéo, à la fois pour faire des grandes toiles. J'ai été très inspirée par le personnage de Roy Batty, qui est là aussi l'artefact le plus abouti, qui est pas humain, mais qui est presque humain. Avec Blade Runner, Dick s'interroge. Allons-nous créer un jour des robots à l'image de l'homme, et dans quel but? La technologie n'est-elle pas en train de nous transformer en androïdes? Loin des robots de quincaillerie de la science-fiction des années 50, Dick anticipait au même moment les questions clés de la génétique, du clonage et des mondes virtuels. Il y a eu des robots bien avant Dick, mais je pense que lui, il a une vision du robot qui est parfaitement géniale, qui est parfaitement réaliste. C'est-à-dire que je pense effectivement que si demain l'humain fabrique des machines qui lui ressemblent un petit peu, du moins dans l'interface, et s'il les envoie combattre, ils les limiteront dans le temps, comme nous-mêmes nous sommes limités dans le temps. Parce que finalement, quand on limite quelqu'un dans le temps, on le contrôle. Ce qui veut dire que nous sommes contrôlés par quelque chose. Puisque nous sommes limités dans le temps par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce qui me fait dire qu'il y a quelqu'un, mais alors là c'est une autre émission. Il a quand même parlé de Blade Runner, dont est-ce que les robots rêvent de moutons électriques, comme la suite de la Bible. C'est quand même la pire des prétentions. C'est-à-dire, il disait, il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament.